nous allons maintenant voyager un petit peu, mais pas très loin. On va faire notre première fenêtre sur la Loire parce que un vieux gréement qui s'appelle la Rabouilleuse est un outil d'éducation à l'environnement pour l'école de la Loire, qui sont des éducateurs, des animateurs à l'environnement, des personnes comme Valérie, comme Clément, et aussi un expert de l'Office français de la biodiversité qui s'appelle Paul Hurel, dont la spécialité c'est les castors. Nous allons voyager un petit peu avec eux parce qu'ils vont partir du centre de ville de Tours, 4-5 km du centre-ville de Tours, et tout au long du week-end, on va les suivre sur la Loire pour voir ce qu'ils voient, pour voir ce qu'ils observent dans la biodiversité aquatique. Donc dès que nous avons ces images, on part sur la Loire pour voyager avec la Rabouilleuse. Merci Henri. Effectivement, nous sommes sur la Loire, mais quand on regarde bien, pas si loin que ça de vous, puisque on a la chance à quelques minutes de vélo de Tours d'avoir la Loire majestueuse qui se déploie. Alors ce matin, on est sur un bateau qui est assez typique des bateaux, des marins d'eau douce. D'ailleurs, je ne sais pas si on insulte marin d'eau douce, Clément. On dit marin d'eau de vaisselle ici. Ouais. Marin d'eau de vaisselle, voilà. On est sur la Rabouilleuse, donc c'est un bateau qui navigue à fond plat, hein. Il n'y a pas toujours beaucoup de profondeur sur la Loire. Et vous avez eu l'idée, Clément, de conjuguer à la fois la navigation et puis l'éducation à l'environnement, la sensibilité du grand public. Oui, c'est ça. Effectivement, moi j'ai une formation, j'ai un brevet d'état voile et en même temps je suis éducateur environnement. Et donc l'idée c'était de conjuguer ces deux plaisirs, ces deux passions, pour découvrir notre fleuve. On quitte le port Saint-Georges là. On va vous laisser profiter un petit peu de la nature, c'est beau, hein. Port Saint-Georges, alors ça se trouve à 3 km du centre de Tours. On voit d'autres navires en bois. Et puis à côté de nous, vous l'avez vu, il y a Paul aussi. Paul qui est référent castor au niveau national, parce qu'ici sur les bords de Loire, il y a des castors, Paul. Oui, tout à fait, on est sur un fleuve magnifique, emblématique au niveau du pays, et on a des espèces vraiment emblématiques comme le balbuzard pêcheur, mais aussi le castor d'Europe, qui est une espèce qui est quasiment disparue en Europe au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir voir vraiment du castor sur l'intégralité du fleuve Loire. Le public est sensible à ça, parce que c'est vrai, quand on voit les castors, c'est toujours une aventure assez particulière. Et vous le suivez, pourquoi ? Quelle est l'importance du castor pour la biodiversité ? Eh bien, déjà, il y a ce statut de protection, l'espèce est protégée, donc on a en fait remonté les informations sur l'état de conservation de l'espèce, savoir si ça se passe bien ou pas pour cette espèce-là. Et après, vraiment, derrière, ce qui est intéressant avec le castor, et on le verra au fil des séquences, c'est que c'est vraiment une espèce qu'on dit ingénieur des écosystèmes, qui va façonner son environnement, nous poser vraiment des questions sur la place du sauvage dans ces cours d'eau, en édifiant des barrages. Donc il y a vraiment une relation avec l'homme qui est vraiment très intéressante, et c'est important de travailler sur cette espèce-là qui nous fait vraiment poser des questions à tous en tant que riverains de fleuves comme la Loire ou de plus petits cours d'eau sur cette biodiversité qui est si proche de nous finalement, et qu'il faut savoir cohabiter en fait avec cette biodiversité. Et on peut prendre son temps, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui prennent leur temps sur les bords de Loire. L'eau s'écoule comme ça depuis des siècles, transporte les navires bien sûr pour tout ce qui est le rapport à l'activité humaine, la marchandise. On voit des pistes cyclables là, sur les bords de la Loire, qui est un patrimoine important pour les Tourangeaux, et globalement la Loire attire aussi en été de nombreux touristes. Clément, si on se penche un peu sur ce fleuve, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Eh ben écoute, alors là déjà j'essaie de passer parce qu'on est en train de passer sur un banc de sable, le vent là me pousse dessus. On est un peu rabattu par le vent là. Voilà, ce qu'il a de particulier, c'est vraiment une dynamique un peu naturelle. On parle de dernier fleuve sauvage d'Europe, c'est bon, parfois peut-être un peu fort, mais ce qui est certain c'est qu'il a une dynamique naturelle, et en l'occurrence il a des berges naturelles, ce qui est vachement important, hein. Souvent on pense une rivière en se disant c'est un couloir d'eau. Oui, c'est un couloir d'eau, mais c'est deux couloirs de vie, hein. Et c'est-à-dire que le vivant et l'alimentation, elle arrive des berges. Et donc là, on a vraiment une rivière qui vient pas mourir sur un mur, mais bien sur une berge naturelle qui va pouvoir être parfois des zones d'érosion, parfois des zones de dépôt. Et donc ça nous offre ce loisir de pouvoir apprécier tout un tas d'espèces qui vont s'installer sur ces rives. Donc là-bas on voit tout un tas de branches mortes. On va s'en rapprocher assez rapidement d'ailleurs, Clément. Sachant que c'est une période qui n'est pas facile, Paul, pour les castors, je crois. Et en ce moment, on a des castors qui sont un peu en délicatesse avec leur
Leur source de nourriture, c'est l'automne, hein. Il fait pas extrêmement beau et il n'y a plus tellement de feuilles en fait. Hein. Oui, bah, tout à fait. Alors, bon, c'est pas une espèce qui va hiberner ou hiverner, hein. Elle va être active toute l'année, mais c'est vrai qu'elle va vraiment avoir une préférence. Bon, c'est un herbivore strict, hein. Donc l'été, c'est vraiment les feuillus, les jeunes branches en fait dans le houppier, dans le haut de l'arbre qui vont être consommées. Mais après, l'hiver, forcément, on n'a plus de jeunes feuilles, donc ça va vraiment être l'écorce. Donc c'est un peu une période un peu de carence pour le castor. Il a plus de difficultés, mais bon, il y a quand même une ripisylve assez fournie sur le fleuve Loire, donc il va réussir à trouver des arbres, les écorcer, et puis faire de cette écorce-là finalement son alimentation, et puis ramener des branches aussi, il va entretenir son terrier aussi pour la reproduction qui arrivera l'année prochaine, donc il y a toujours de l'activité, et bon voilà, un peu plus compliqué pour lui, mais il sait s'adapter, c'est vraiment une espèce extrêmement adaptable. On voit les rives là de la Loire, elles sont pas toujours... Alors, quand on les voit, on n'a pas forcément l'impression de rives entretenues, d'ailleurs elles ne le sont pas, hein. Il y a certains endroits où on voit des arbres, là c'est un peu loin de la caméra, mais qui tombent à l'eau, des rives qui s'effondrent un peu, c'est normal ça Clément ? Oui, c'est vraiment c'est normal et c'est une des richesses du fleuve. Et c'est vrai que ça peut avoir un aspect un peu lugubre des fois quand on passe là avec les gens, on dit mais alors il n'y a pas d'entretien mais on dit non, mais surtout pas, parce qu'en fait, c'est tous ces endroits-là où on va retrouver énormément d'espèces. Un arbre qui tombe dans la rivière, c'est une aubaine pour les poissons qui vont tout d'un coup venir grignoter tous les asticots, qui viennent eux-mêmes décomposer les branches. Donc voilà, il y a, à chaque fois qu'un arbre tombe dans la rivière, à chaque fois que la berge se mêle à l'eau, c'est plutôt riche pour le milieu. Donc voilà, nous on slalom, et puis on va jouer et puis découvrir un peu ce qu'il y a à voir. Parce que quand les berges tombent, ça tombe d'un côté et puis finalement ça vient se sédimenter de l'autre côté. Il y a des passages de sédiments de l'un à l'autre. Voilà, les deux grands types de rives, c'est ça, hein, zone d'érosion ou zone d'accumulation. À l'inverse, les zones d'accumulation, c'est des bancs de sable plat où on va là trouver les sternes, les petits gravelots, tout un tas d'espèces qu'on trouve plutôt sur le littoral marin habituellement et qu'on va retrouver aussi sur le fleuve, voilà, parce que les milieux correspondent. Très bien. Alors Paul, on va se rapprocher là de la berge. On la voit beaucoup plus proche de nous. C'est là où les castors peuvent être éventuellement aperçus ou pas ? Oui, complètement. Vraiment les traces, faut voir, c'est un mammifère semi-aquatique, donc du coup, il va vraiment se disperser, nager dans l'eau, mais après il va atteindre la berge en fait pour trouver sa ressource alimentaire. Donc là, on peut voir quelques bois qui ont été coupés par le castor et qui sont ensuite écorcés. Il va les prendre comme un peu des flûtes traversières finalement, les passer au travers de sa gueule pour enlever vraiment l'écorce de ses branchages. Donc on retrouve vraiment ces indices de présence tout le long des cours d'eau où le castor est présent. C'est ces reliquats d'alimentation qui nous permettent de dire oui, il y a bien du castor qui est présent dans ce secteur-là. Et après, on va chercher d'autres indices et on verra par la suite, notamment les gîtes, où l'animal va se reposer la journée et se reproduire. Alors, très bien. Là, on est juste à côté d'une sorte de petite plage, on va dire, et je crois qu'on aperçoit des... Paul, revenez plutôt à côté de moi. Qu'est-ce qu'on voit là, par exemple ? Je ne sais pas si on voit très bien la caméra, mais on voit sur les rives, il y a des traces. On revoit effectivement ces bois baguettes, qui sont présents vraiment sur l'interface entre l'eau et la berge. Donc souvent, ils sont amenés par le courant et ils viennent se déposer aussi sur les berges. Et c'est vraiment caractéristique. Si on regardait d'assez près, on voit... Alors, tiens, super, Clément, on a trouvé une. Mais on voit vraiment sur les extrémités en fait, de la branche, c'est coupé vraiment avec les incisives du castor qui permettent vraiment d'avoir ces traces un peu en escalier. Et puis sur l'ensemble vraiment de l'intégralité du bois, on va retrouver cette écorce absente. Et c'est plutôt bien lisse maintenant. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques de ce rongeur, avec cette poussée d'incisives continue qui nécessite pour le castor de couper du bois. C'est le castor qui a grignoté alors, c'est ça ? Tout à fait, on appelle ça un peu les bois baguettes qu'on retrouve sur les bords de cours d'eau où le castor est présent, tout à fait. Voilà Henri, on sait que vous allez parler là depuis le MAM à Tours des aspects de nourriture. On va être effectivement sur la thématique comment se nourrir, et la biodiversité est essentielle pour pouvoir éventuellement nourrir l'homme mais également les animaux. On va découvrir aussi dans ces 2 journées que les castors finalement ont des stratégies un petit peu proches des nôtres. On les appelle animaux castors, mais il y a des raisons à ça, animaux, je veux dire ingénieurs, mais il y a des raisons à ça, c'est qu'ils fabriquent leur logement, ils se débrouillent avec la nature et ils restent en capacité de se nourrir même à cette saison qui est un peu difficile pour eux. On se retrouvera tout à l'heure.